de façon assez amusante, je me suis aperçu, et je me suis aperçu seulement aujourd'hui, que j'avais modifié le titre de son livre, parce que le titre de la conférence qui est sur le programme, c'est Le médecin, le malade et sa maladie, alors que le livre de Balint, c'est Le médecin, son malade et la maladie. Et que finalement, ça change beaucoup les choses. Ça change même totalement la relation. Et je crois que dans cette relation, on pourrait dire qu'on est dans une pièce de théâtre. Les rôles sont précis, le patient doit faire le patient, le médecin doit faire le médecin. Sauf que, et c'est à garder en mémoire, le médecin peut un jour ou l'autre devenir malade. Et ça, je crois que c'est important parce que ça va nous renvoyer dès le départ à notre fragilité potentielle. Et donc dans cette relation, il ne faut pas oublier ce changement possible de rôle. Alors le titre de Balint, il positionne le malade finalement dans une espèce de dépendance qui va piloter l'ambiance de la consultation et du soin. Et ça, évidemment, lorsque, dès l'entrée en matière de la consultation ou du soin, je place le patient dans une position de dépendance vis-à-vis de moi, je me place, par définition, dans un état de supériorité. Et ce rôle du médecin, sur lequel on s'étendra un petit peu, c'est celui que me demande la société. Je suis là pour protéger. Protéger comme si j'étais capable d'être supérieur à la maladie, donc d'avoir une puissance qui dépasse la maladie. Et en même temps, ce rôle, lorsque je reste dans mon rôle, eh bien, je suis protégé parce que le patient sait à qui il s'adresse et il attend de moi quelque chose de précis, de clair. Et il s'étonne, voire parfois il s'offusque du fait que le médecin ne soit pas capable de dire les choses de façon claire, précise, avec un traitement immédiat, quelque chose de sécurisé. Bien souvent, les patients demandent un traitement qui soit sûr, comme si nous, on pouvait être sûr de quelque chose en médecine. Et nous, ça nous intéresse d'être sûr, ça nous protège. Donc il y a une espèce de relation bizarre sur laquelle on reviendra. Mais il est clair que quand dans une relation médecin-malade, on déplace l'icône médicale et qu'on lui donne une autre face, ça perturbe de façon absolument extraordinaire la relation parce que le patient qui s'adresse à un technicien, vraiment dans tout ce qu'il y a de plus horrible du technicien, c'est des vis de combien que vous allez me mettre, eh bien, il est perturbé, déstabilisé, et ça va permettre éventuellement de faire passer autre chose. Alors, la position du malade, c'est donc une position, j'ai dit de soumission, mais il y a toute l'attente, l'angoisse, le doute, et il est aussi, lui, dans un rôle. Il y a ce qu'on appelait à un moment les bons patients. Ça, c'est un bon patient. C'est le patient qui ne va pas me poser de problème, pas poser de questions, qui va obéir, qui va se tenir bien, vous voyez, le doux, l'agneau qui s'amène pour se faire abattre. Et puis, à côté de ça, il y a de temps en temps le mauvais patient. Le mauvais patient, en général, il est allé sur Internet, il arrive avec la photo de la prothèse qu'il a décidé que vous alliez lui mettre, il vous explique comment vous devriez faire, et d'ailleurs, ce n'est pas normal, docteur, que, etc. Et en fait, c'est très bizarre parce qu'on voit des patients qui passent d'un statut à l'autre, qui cherchent à la fois à maîtriser tout et en même temps à être dépossédés de tout. Je vous pose mon corps, je repasserai quand il sera réparé. Et ça, c'est assez fréquent comme mode d'expression, ce n'est pas forcément dit comme ça, mais quasiment. Et ça, c'est aussi un élément qu'on prendra ensuite en compte. La maladie, là-dedans, devient le catalyseur de la réaction. C'est la raison d'être de cette relation médecin-malade. Sans maladie, on ne voit pas bien ce qu'on irait faire chez le médecin. Et donc,
c'est cette relation qui va être cause de la relation et qui va être en même temps thérapeutique. On sait très bien que la douceur de voix ou au contraire l'agressivité vont changer la relation et vont changer l'effet thérapeutique. Mais il va falloir adapter cet effet de voix, par exemple, à la réaction du patient. Et donc ça va être un échange. Cette relation, lorsqu'elle devient humaine, elle a un coût. Elle a un coût pour le malade, une espèce d'énergie, coût pour le malade et pour le médecin. Et on peut choisir de la refuser. Si je fais ma conférence tranquillement en vous tournant le dos et en regardant la radio qui est affichée derrière moi, je ne vais pas être embêté par vos réactions. Je peux être bon ou mauvais, on s'en fout, mais finalement, je ne vous connais plus. Eh bien, le patient ou le médecin peut avoir cette même relation, d'une relation purement technicienne, on refuse le contact, ou au contraire, on va s'approcher. Et ce coup, il est intéressant parce qu'il est risqué, c'est en fait un investissement. C'est un investissement sur la possibilité d'hommes et de femmes à grandir. Si la relation est réussie, elle fait grandir et le patient et le médecin. Mais c'est un risque. C'est un risque que notre médecine a tendance à vouloir éliminer par de la technicité. Moi, je veux dire que de temps en temps, j'ai quelques très belles lettres de plainte de patients qui écrivent plutôt à la direction qu'à moi directement d'ailleurs, pour expliquer que je suis allé me mêler de quelque chose qui ne me regardait pas. Ben oui, mais évidemment, moi je ne peux pas traiter seulement que 2 vertèbres. J'ai du mal à traiter que 2 vertèbres. Alors, je vais essayer de donner quelques éclairages sur ces relations, et puis après on aura le temps de discuter, de batailler. Je reviens sur la position du médecin. C'est donc un homme de référence. Et tout à l'heure, M. Caillé disait les guidelines, les evidence-based medicine, enfin, c'est des conneries. C'est des conneries. Il faut être clair. Rien qu'à voir la façon dont on peut biaiser une étude sans aucun problème, parfois même de bonne foi. Mais quand on interroge un patient en lui disant « N'est-ce pas que vous allez mieux ?» coche la case « Je vais mieux ». Quand même, ce n'est pas très compliqué à obtenir. Donc, on sait très bien que tout ceci évalue des choses, mais ne chiffre pas. C'est une approche, ça n'est absolument pas une certitude. Et pourtant, on cherche à nous donner un rôle de certitude. D'ailleurs, docteur, c'est incroyable, les docteurs sont nuls, ils ne savent pas ce que j'ai. Mais ils ne savent pas ce que j'ai. Oui, bien sûr, on ne sait pas ce que vous avez. Excusez-nous de ne pas tout savoir. Mais comment, à notre époque, on n'est pas capable de tout savoir de moi, comme si l'homme serait un jour capable de tout savoir de l'homme, ce qui est une absurdité fondamentale. Il est clair, et j'espère bien qu'on ne saura jamais tout de l'homme. Ce serait une catastrophe. Alors, cette protection, elle assure aussi, donc la protection du patient, mais la protection du médecin. Je suis très frappé par l'utilisation des gants. Quand j'étais interne, pour installer un malade sur la table, on le prenait avec nos mains. Pas très compliqué. Puis on a vu apparaître les gants partout. Et maintenant, on n'oserait plus toucher un malade sans gants. Donc, quand je passerai vous serrer la main tout à l'heure, je mettrai des gants. Vous voyez la qualité du contact qu'on peut avoir. La grippe nous a bien fait marrer quand même. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez étonnant de vouloir à toute fin maintenir cette distance protectrice pour le médecin. Nous nous protégeons du malade qui pourrait nous agresser. Alors il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est la chirurgie robotisée. Je me demande si en fait le bénéfice essentiel, plutôt que nous plongions dans le malade, toutes choses ayant leurs limites quand même, mais il y a une certaine pénétration, évidemment. Il y a une effraction de la peau par le chirurgien. Eh bien, cette chirurgie robotisée nous permet
de regarder un écran dans une autre pièce et de bricoler notre malade, sans plus avoir cette agression, parce qu'il s'agit d'une agression du malade vers nous, quand on incise, quand ça saigne, quand on ouvre un thorax. Je reste encore extrêmement sensible à l'ouverture du thorax. Je pense que c'est la seule chirurgie où j'ai quand même un frémissement quand on prend une côte et qu'on essaye de redonner la vie. Genèse 2, pour ceux qui n'auraient pas la référence exacte. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui est une agression pour celui qui le fait. Et on robotise, on s'éloigne du problème. Protection également par les comités décisionnels. L'autre jour, j'ai une patiente qui m'a dit « Mais c'est qui le comité ?» C'est plus monsieur machin, c'est plus le docteur truc. C'est une réunion et le patient reçoit un courrier lui disant que, à la suite de la réunion du comité sein, du comité utérus, du comité poumon, il a été décidé que. Mais finalement, le mec qui est en face, qui serait capable de lui dire clairement les choses, taillé, c'est pas moi. Alors c'est très bien, d'un certain côté technique, c'est clair, parce que je ne sais pas tout. Et que, évidemment, si j'ai le radiothérapeute, le machin qui complète ma connaissance, c'est très efficace pour le patient, c'est efficace. Mais est-ce que c'est bon? Ça reste à discuter et ce n'est pas si simple que ça. Et la réflexion de cette patiente m'a un peu ouvert les yeux sur cette crainte d'une distanciation. Et puis, il y a une protection légaliste. La loi est assez cocasse quand même, puisqu'elle nous demande de rassurer le patient en lui expliquant toutes les complications, y compris exceptionnelles. Vous allez acheter une bagnole et vous demandez au gars si vous pouvez avoir un accident. Vous avez déjà fait ça, vous? Moi, pas. Et pourtant, c'est ça qu'on nous demande. Docteur, êtes-vous sûr que votre voiture, elle ne peut pas avoir d'accident? Moi, je leur dis, vous savez, je peux effectivement piquer un coup de folie. Bon, d'aucuns dans l'assistance pensent que c'est possible, effectivement. Mais je crois que c'est ça. Notre protection légaliste nous impose de tout dire de choses qui sont inaudibles. C'est inacceptable. On rentre à l'hôpital, ce n'est pas pour mourir. Mais tout le monde sait qu'on peut y mourir, parfois même en bonne santé. Et j'ai eu un problème infectieux en ce moment, d'un patient cancéreux, radiothérapé, sous multichimio, ça s'infecte, et il me dit, mais c'est une infection nosocomiale, ça. Et on sent le machin qui sort. Alors, pauvre homme, je veux dire que, bon, il est dans une telle souffrance que j'entends sa demande, j'entends sa complainte, mais